Qu'est-ce que tu penses de la mondialisation et notamment des traités de libre-échange qui organisent l'économie à l'échelle mondiale? Alors, je me permettrai de rappeler quand même que, ayant été et suis encore engagé dans un syndicat qui s'est quand même illustré en 1999 dans son combat contre la mondialisation, contre le sacro-saint pouvoir des États les plus riches, les plus puissants, de vouloir imposer à ceux qui le sont moins leurs diktats par le biais des multinationales. Donc je ferai référence là au projet de taxation du Roquefort en 1999 qui avait amené quelques mouvements à l'époque. Donc je pense que, notamment dans l'agriculture, on est assez bien placé pour savoir que la mondialisation aujourd'hui, pour être le secteur qui a été le plus rapidement et le plus antérieurement jeté dans la mondialisation, que ce sont des systèmes qui aujourd'hui broient tous ceux qui y sont soumis, les paysans du Nord comme les paysans du Sud, et que dans cette course folle à la mondialisation, on pourrait faire un parallèle, puisqu'on a vécu là, au moment des présidentielles, une convocation devant l'histoire pour agiter le péril des années 30 qui devait nous amener obligatoirement à voter pour uniquement le candidat qui allait être le sauveur de notre histoire. On pourrait aussi rappeler que la dernière période de grande mondialisation, qui est la fin du 19e siècle, s'est terminée. Ce n'est pas pour faire du catastrophisme, pour agiter des peurs qui ne seraient pas pertinentes, mais on doit constater que la dernière grande période de mondialisation et de libéralisation des échanges, qui est à la fin du 19e, se termine en 1914 par l'une des plus belles boucheries qui a été organisée sur les territoires français, notamment, parce que cette situation avait tellement mis en compétition internationale tous les peuples que ce n'était plus viable. Donc la mondialisation, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on revienne sur ce dogme que le libre-échange serait la solution pour permettre d'assurer la prospérité et le bonheur des peuples. On voit que ça ne marche pas. En 1994, donc, ont été signés les accords de Marrakech, et nous avions à l'époque entendu Pascal Lamy, qui était le directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, nous annoncer la mondialisation heureuse, que mécaniquement l'augmentation des échanges allait générer une richesse spontanée. On voit aujourd'hui, 20 ans après, que ce n'est pas du tout le cas, qu'il s'était quand même fortement trompé, ou alors qu'il avait sciemment essayé de nous tromper. Alors, dans le programme L'avenir en commun de la France Insoumise, il est question de protectionnisme solidaire. Alors, ma question, c'est comment on peut faire pour se protéger, mais en même temps sans se renfermer sur nous-mêmes? Il y a un concept qui se développe de plus en plus souvent dans la société, de façon de plus en plus reprise par les citoyens, qui sont la notion de commerce équitable. L'idée, en s'opposant à la mondialisation, n'est pas de dire il faut qu'on se replie de façon frileuse chez nous, on va mettre une barrière à nos frontières, on va monter un mur pour empêcher les importations de venir, ça va poser du problème à beaucoup de secteurs dans la vie quotidienne. Parce qu'on consomme encore, je vais prendre un exemple dans le domaine agricole, beaucoup d'agrumes, de café, de thé, qu'on aura encore un peu de difficulté, même avec les réchauffements climatiques, de faire pousser chez nous. Donc il ne s'agit pas d'avoir un repli frileux sur nous-mêmes, mais de considérer que l'échange équitable est la base du commerce citoyen, du protectionnisme solidaire, parce que les échanges livrés uniquement à la brutalité de celui qui a les meilleurs avantages comparatifs, comme disent les économistes libéraux. La loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est dit de façon plus crue, mais c'est exactement ce que veut dire la loi des avantages comparatifs, ne fait que broyer ceux qui ne bénéficient pas de ces fameux avantages comparatifs. Et donc le retour à des zones d'échange équitable dans une région, dans une grosse région, alors ça peut être l'Europe déjà, l'Europe et puis notamment toute l'Afrique du Nord, tout le bassin méditerranéen, parce qu'il n'y aura pas d'Europe apaisée, d'Europe prospère, sans qu'on se préoccupe notamment de toute part sud de la Méditerranée, est un espace d'échange qui doit concentrer environ 700 millions d'habitants, puisqu'il y en a 450 en Europe, puis vous rajoutez l'Afrique du Nord dans son ensemble, une partie de l'Orient, du Proche-Orient, dans lequel on sait pertinemment que les questions politiques et économiques sont vitales pour l'équilibre même
physiques dans nos sociétés, ça fait déjà un bassin de population dans lequel on peut organiser des échanges équitables. Ce qui veut dire qu'on va harmoniser dans ces pays-là les aspects sociaux, les aspects fiscaux, et que le politique va reprendre du pouvoir sur la finance et sur la domination des multinationales.